Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres qui seront développés tout au long de ce 19h. Algérie-Cameroun, match barrage comptant pour la qualification au mondial Qatar 2022. Le match se joue en ce moment même. Le score est d'1-0 en faveur de l'équipe d'Algérie. C'est la mi-temps à Djapoma Stadium où nous allons retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah dans un instant. Plus d'un mois après le début du conflit en Ukraine, l'Algérie a affirmé une fois de plus sa position concernant l'opération militaire en cours, en insistant sur l'un des principes fondateurs de la diplomatie algérienne, le règlement des conflits par la voie diplomatique. Ouverture du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra au Ghana, un sommet qui annonce déjà des discussions épineuses, le président de la transition malienne Assimi Goïta ayant décliné l'invitation de l'organisation. Et 30e jour depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, où en est l'avancée russe. Quel est le bilan des pertes humaines après un mois de combat? Nous tenterons de faire le point dans cette édition. Et nous entamons cette édition avec l'actualité sportive. L'équipe nationale algérienne affronte en ce moment même les Lions indomptables du Cameroun pour le compte de la première manche des matchs barrage qualificatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Sans plus tarder, direction Douala au Cameroun ou au stade Djapoma où se déroule la rencontre pour retrouver notre journaliste envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Riyad. Alors, c'était une première période pour le moins satisfaisante de l'équipe nationale algérienne puisqu'elle mène au score, et donc à la mi-temps, par 1-0, un but inscrit par Islam Slimani. Et oui, quel Islam Slimani, 1-0, c'est l'Algérie qui mène au score dans ce, on va dire, match aller des matchs barrages qualificatifs au prochain Coupe du Monde de Qatar 2022. Aujourd'hui, on avait peur. Il y avait la guerre psychologique au début. On avait des slogans. Ici, c'est Djapoma. Ici, c'est Djapoma. Mais dans le terrain, dans la pelouse de Djapoma, et il y avait les Verts de Djamel Belmadi. Djamel Belmadi qui a aligné 5 défenseurs. Il s'agit de Issa Mondi, de Bedran, et aussi de Jamal Belhamri à gauche, il y avait Ben Sebaini et à droite, il y avait Ben Aïada. On avait peur. On a vu 15 minutes de jeu où les Camerounais étaient vraiment dangereux avec, surtout, on va dire, le retour à la sélection camerounaise en mode titulaire. C'est Choupo-Moting, il y avait aussi vraiment dangereux à la 13e minute. Il y a Jamal Belhamri qui lance Islam Slimani qui met le danger, le tir droit de Islam Slimani, et c'est Olana qui repousse le ballon en corner. Après, les Camerounais ont poussé vraiment, ils ont vraiment poussé, 70% de possession de balle dans cette première mi-temps, un coup franc à la 40e minute, c'est Youssef Blaili, le Bressois, qui s'en charge, un ballon de Youssef Blaili qui trouve la tête de Islam Slimani, 1-0, c'est l'Algérie qui mène, c'est les Fennecs qui sont en train, on va dire, de mener, qui sont en train de mettre un pied à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Merci. Le match n'est pas encore fini. Merci Faisal Salah. Nous tenterons de vous joindre avant la fin de cette édition pour avoir les dernières informations sur la rencontre. Plus d'un mois après le début du conflit en Ukraine, l'Algérie a affirmé une fois de plus sa position concernant l'opération militaire en cours en insistant sur l'un des principes fondateurs de la diplomatie algérienne, le règlement des conflits par la voie diplomatique. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Le conflit en Ukraine n'a pas fini de faire parler de lui alors que le monde se polarise entre deux voire plusieurs camps antagonistes. L'Algérie a réaffirmé sa ligne de conduite dans ce contexte exceptionnel. Alors que Moscou avait reproché aux Occidentaux une certaine hystérie avant le début du conflit, l'Algérie, à travers la voix de son représentant permanent à l'ONU, Mohamed Nadir Al-Arbaoui, a tenu à réaffirmer l'un des principes fondateurs de sa diplomatie
en l'occurrence le règlement des conflits par la voie diplomatique. Par opposition à certaines capitales occidentales qui appellent à l'armement en urgence, l'Algérie a appelé à l'apaisement durant l'Assemblée générale qui s'est tenue à l'ONU. Par ailleurs, l'Algérie s'est abstenue de voter pour ou contre la dernière résolution opposée à la Russie. Alger, forte de son expérience diplomatique de médiation et de règlement de conflits par la voie pacifique, affirme qu'aucun autre moyen d'éviter le prolongement du conflit n'est possible, mis à part la négociation entre les parties concernées. Par sa position adoptée à l'Assemblée générale, l'Algérie marque un non-alignement sur les positions des uns ou des autres et reste fidèle à sa ligne conductrice, une ligne suivie depuis maintenant près de 60 ans. Et nous restons sur le continent africain. Au lendemain du verdict de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ordonnant la suspension des sanctions prises en janvier dernier à l'encontre du Mali, la CEDEAO tient un sommet extraordinaire à Accra, un sommet qui annonce déjà des discussions épineuses, notamment puisque le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a décliné l'invitation de l'organisation. Tinine Makassi. C'est en visioconférence que le président de la transition malienne, Assimi Goïta, prendra part au sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui se tient ce vendredi 25 mars à Accra. En effet, c'est au lendemain du verdict suspendant les sanctions adoptées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'encontre du Mali, en janvier dernier, que se tient ce sommet extraordinaire. Verdict qui, selon bien nombre d'observateurs, change les rapports de force entre Bamako et l'organisation. Cette rencontre qui se déroule à huis clos montre déjà les prémices de discussions houleuses, en vue de l'importance des sujets à l'ordre du jour, notamment la durée de la transition au Mali, pomme de discorde entre la CEDEAO et Bamako. Un bras de fer qui n'est pas près de voir la fin. Dimanche dernier, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a quitté le Mali sans parvenir à un accord avec les autorités concernant ce point. Pour rappel, la CEDEAO a affirmé qu'une levée progressive de ces sanctions ne sera possible qu'à la présentation d'un calendrier électoral acceptable selon elle. Cela dit, il sera aussi question pour les présents de discuter aussi de la situation politique en Guinée et au Burkina Faso, les deux faisant face également à une transition qui ne ravit pas l'organisation des chefs d'État ouest-africains. Et le revirement de Madrid sur le Sahara occidental, une erreur historique selon l'ancien chef du gouvernement espagnol et ex-président du Parti populaire, José María Aznar. Dans des déclarations à la radio locale RNE, il a affirmé que l'actuel chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a envoyé un message de faiblesse au Maroc. José María Aznar a également dénoncé une insouciance très dangereuse et une erreur impardonnable en adoptant cette décision sans consultation et sans discussion parlementaire préalable. En Éthiopie, quelques heures après l'annonce d'une trêve humanitaire unilatérale par le gouvernement fédéral, les rebelles de la région du Tigré se sont engagés à leur tour ce vendredi à respecter un cessez-le-feu afin d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire dans cet État régional du nord de l'Éthiopie, secoué par un conflit entre armées et rebelles depuis novembre 2020. Sohila Kilal. Les rebelles tigréens se sont engagés à respecter un cessez-le-feu. Le communiqué publié vendredi matin annonce leur engagement à mettre en œuvre une cessation des hostilités effective et immédiate. Ce cessez-le-feu fait écho à la décision du gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed qui a décrété jeudi une trêve humanitaire illimitée permettant la libre circulation des aides vers les populations démunies du Tigré et l'accélération de la livraison de carburant. Les rebelles tigréens appellent le gouvernement éthiopien à prendre des mesures concrètes pour faciliter l'accès sans restriction au Tigré et se disent déterminés à ce que le cessez-le-feu soit un succès, assurant faire de leur mieux pour donner une chance à la paix. Au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, aucun convoi d'aide humanitaire n'est arrivé par la route depuis le 15 décembre dernier, faisant craindre la menace de famine sur la population. Depuis novembre 2020, les affrontements entre forces pro-gouvernementales et rebelles du Tigré font rage. L'armée fédérale avait été envoyée pour déloger les autorités de la région, gouvernée alors par le Front de libération du peuple du Tigré, qui contestait son autorité depuis des mois. Rapidement défaites, les troupes rebelles ont repris militairement le Tigré courant 2020. Le conflit s'est depuis propagé aux régions voisines de l'Amhara et de l'Afar.
Le gouvernement éthiopien ne cesse de dénoncer les atrocités et les attaques commises par les rebelles tigréens. Selon l'ONU, le conflit dans le nord de l'Éthiopie aurait fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Direction l'Afrique du Sud, Zindil Mafé, accusé d'avoir mis le feu au Parlement sud-africain le 3 janvier dernier, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal lors d'une audience préliminaire. Les procureurs ont affirmé que des experts en reconnaissance faciale l'ont identifié sur les caméras du Parlement le jour de l'incendie. Direction l'Europe, où au 30e jour de l'offensive russe en Ukraine, la Russie a affirmé avoir détruit la veille la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière. Comme on peut le voir sur ces images, un énorme nuage de fumée noire s'élevait d'une installation de stockage de carburant dans le village de Kalinivka, une ville située près de Kiev. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a estimé ce vendredi que les dirigeants européens tenaient un discours au relent hitlérien contre la Russie, visée par de lourdes sanctions en raison de son offensive en Ukraine. On nous a déclaré une véritable guerre hybride, une guerre totale. Ce terme qu'utilisait l'Allemagne hitlérienne est désormais prononcé par beaucoup de politiciens européens lorsqu'ils expliquent ce qu'ils veulent faire de la Russie. Ils ne cachent pas leur objectif, détruire, casser, anéantir, étouffer l'économie et la Russie dans son ensemble. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à l'Union européenne, affirmant que les sanctions sont arrivées un peu tard. La Russie qui utilise, selon Zelensky, des bombes au phosphore. Vous avez appliqué des sanctions, nous vous en sommes reconnaissants. Ce sont des mesures fortes, mais c'était un peu tard. Parce que si elles avaient été préventives, la Russie ne serait pas entrée en guerre. Personne ne sait avec certitude et il y avait une chance. Vous avez verrouillé Nord Stream 2, nous vous en sommes reconnaissants et à juste titre, mais c'était aussi un peu tard. Car si cela avait été fait à temps, la Russie n'aurait pas provoqué de crise du gaz. Il y avait au moins une chance. 30 jours donc d'opérations militaires russes en Ukraine, un mois de conflit qui a fait sa part de pertes humaines et matérielles des deux côtés, mais aussi un flux migratoire sans précédent des Ukrainiens fuyant les combats vers les pays limitrophes. Le point sur la situation avec Amin Touta. Un mois de conflit entre Kiev et Moscou et déjà des millions de déplacés ukrainiens. Depuis le 24 février passé, les postes frontaliers entre l'Ukraine et la Pologne et les autres pays européens voisins enregistrent chaque jour le passage en masse des femmes et enfants s'évadant des lieux d'affrontement, à l'image de Kharkiv et Mariupol, où des milliers d'individus tentent de quitter les agglomérations via des corridors humanitaires établis par les deux parties. Pour les plus chanceux, la voie du refuge vers les États de l'Union européenne est un choix primordial, alors que plus de 400 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Russie, dont plus de 80 000 enfants selon Moscou. 2 semaines après le début des opérations militaires, l'Organisation des Nations Unies estime que plus de 4 millions de personnes ont été déplacées en Ukraine et que 2,5 millions avaient franchi la frontière avec un autre pays. La Pologne est le premier pays d'accueil en nombre de réfugiés avec 1,2 million de réfugiés au total. Plus de 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer. Pour les déplacés internes, les Ukrainiens prennent refuge dans des régions du centre du pays et les villes de l'Ouest, notamment la ville frontalière de Lviv, qui a reçu un flux important de réfugiés. Leur nombre dépasserait les 6 millions selon les organisations onusiennes. Et d'après l'UNICEF, quelques 90% de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants. Plus de 1,5 million d'enfants se trouvent parmi eux. Et les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé ce matin la création d'un groupe de travail visant à réduire la dépendance de l'Europe envers les énergies fossiles russes en raison de l'opération militaire russe en Ukraine. Mohamed Ali Ben Shaban.
Les États-Unis s'efforcent en coopération avec des partenaires internationaux de fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié en 2022. Dans le cadre de cette initiative, dévoilée par le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Cette initiative se concentre sur deux questions fondamentales. Premièrement, aider l'Europe à réduire sa dépendance au gaz russe le plus rapidement possible. Et deuxièmement, réduire la demande globale de gaz en Europe. L'Union européenne est pressée par Kiev et par certains États membres, dont les pays baltes et la Pologne, d'adopter des sanctions drastiques pour stopper les importations des hydrocarbures russes, afin de priver le Kremlin de sa principale ressource économique. Nous voulons, en tant qu'Européens, nous diversifier loin de la Russie vers des fournisseurs en qui nous avons confiance, en nos amis et ceux qui sont fiables. Et par conséquent, l'engagement des États-Unis à fournir à l'Union européenne au moins 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL cette année est un grand pas dans cette direction. Moscou fournit environ 150 milliards de mètres cubes de gaz chaque année à l'Union européenne, dont environ 15 milliards de mètres cubes de GNL. La Commission européenne cherche à diminuer des 2/3 les importations européennes de gaz russe dès cette année et à s'en affranchir complètement bien avant 2030, grâce à des obligations de remplissage des réserves, des économies d'énergie, des achats groupés de gaz et une diversification des fournisseurs. Et le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté jeudi la récente décision du président russe Vladimir Poutine de se faire désormais payer en roubles tout achat de gaz naturel par des pays hostiles. Il a déclaré à l'issue d'une réunion des dirigeants du G7 à Bruxelles que la devise utilisée pour les paiements faisait partie des contrats pertinents, lesquels se font généralement en euros et en dollars. Le ministre brésilien des Affaires étrangères a indiqué jeudi que le gouvernement du président Jair Bolsonaro était clairement opposé à l'idée d'exclure la Russie du G20, comme suggéré notamment par les États-Unis. L'Indonésie, qui préside le G20, a fait savoir jeudi qu'elle resterait impartiale, tandis que la Chine a déjà estimé que Vladimir Poutine devait avoir sa place lors du sommet prévu en fin d'année. Et depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, les sanctions pleuvent sur Moscou, économiques, sportives, mais aussi culturelles. Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs comparé ce vendredi la déprogrammation dans les pays occidentaux de personnalités et d'événements culturels russes aux autodafés orchestrés par les nazis. Aujourd'hui, ils essaient d'annuler un pays millénaire, notre peuple. Je parle de la discrimination progressive envers tous ceux qui touchent à la Russie, de cette tendance qui se développe dans un certain nombre d'États occidentaux. On efface des affiches de concerts du compositeur Tchaïkovski, Shostakovich, Rachmaninov. On interdit les écrivains russes et leurs livres. La dernière fois, ce sont les nazis en Allemagne, il y a près de 90 ans, qui ont mené une telle campagne de destruction d'une culture indésirable. On se souvient bien des images des livres brûlés sur les places publiques. Il est impossible d'imaginer cela dans notre pays. Un porte-parole militaire chinois a demandé aux États-Unis d'expliquer leurs recherches sur les armes biologiques menées dans leurs laboratoires biologiques en Ukraine, indique l'agence Chine Nouvelle. Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, a déclaré avoir pris note des informations liées au laboratoire biologique américain en Ukraine, ajoutant que les armes biologiques sont des armes de destruction massive et que toute information liée aux activités militaires biologiques mérite une attention particulière de la part de la communauté internationale.
Et nous restons en Chine, mais pour un tout autre sujet. Le ministère chinois des Affaires étrangères dénonce via son porte-parole Wang Wenbin les remarques absurdes de l'Australie sur la soi-disant coercition chinoise et insiste sur le fait que le vaste projet de pacte de sécurité entre les îles Salomon et la Chine, qui a fait l'objet d'une fuite en ligne, doit être examiné objectivement et calmement. Pékin se dit également préoccupé par le tir d'essai du plus grand missile balistique intercontinental jamais lancé par la Corée du Nord, ajoutant que les actions qui conduisent à une nouvelle détérioration et escalade de la situation ne sont pas souhaitables. En tant que deux pays souverains et indépendants, la Chine et les îles Salomon peuvent mener une coopération normale en matière d'application de lois et de sécurité sur la base d'un traitement égal et d'avantages mutuels. Cette coopération est conforme au droit international et aux pratiques internationales courantes et elle est propice au maintien de l'ordre social dans l'île Salomon, à la promotion de la paix, de la stabilité régionale, ainsi qu'à la promotion des intérêts communs de la Chine, des îles Salomon et des autres pays de la région. Certains politiciens australiens ont fait des remarques absurdes sur la soi-disant pression chinoise et ont délibérément créé des tensions, ce qui n'est ni responsable ni propice à la stabilité et au développement de la région. Lors de son déplacement à Damas en Syrie, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian salue les efforts déployés par certains pays arabes pour normaliser leurs relations avec Damas, au banc du monde arabe depuis une décennie à la suite du déclenchement en 2011 de la guerre en Syrie. C'est l'occasion de passer en revue les développements régionaux et les relations bilatérales, ainsi que les événements importants qui se déroulent au niveau régional et international. Nous saluons le fait que certains pays arabes essayent de normaliser les relations avec la Syrie en adoptant une nouvelle approche. Nous en sommes ravis. Retour sur le continent africain. En Algérie se tient la 25e édition du Salon international du livre d'Alger. Cette année, l'invité d'honneur est l'Italie, avec un large panel d'œuvres proposées. Ce rendez-vous culturel important propose au public une large gamme de livres, mais aussi un riche programme de conférences sur plusieurs volets, dont l'axe mémoriel qui constitue un pilier. Sofiane Barouti. L'espace Silla a accueilli une conférence débat modérée par Nordin Azzouz autour du thème de l'histoire, animée par le professeur Dahoud Jerbal, auteur du livre Les Mémoires de l'Akhdar Ben Taubal. Le premier tome, intitulé Mémoires de l'intérieur, a eu une grande résonance. Si Abdallah est en effet un personnage majeur dans le mouvement révolutionnaire algérien. Ayant occupé différentes responsabilités au sein des structures du mouvement national, son témoignage est une pièce maîtresse pour une meilleure compréhension du combat épique qu'a mené le peuple algérien qui a célébré récemment le 60e anniversaire de sa victoire. D'ailleurs, l'Akhdar Ben Taubal était l'un des membres de la délégation du GPRA à Évian, entre autres éminentes responsabilités endossées par ce grand personnage. La lutte armée des Monadélines, des Fidéïnes, des Jounoud algériens et la lutte du peuple algérien. D'autres moments, j'en ai cité 3, décembre 1960, 17 octobre 1961. L'auteur de l'ouvrage arbore une démarche innovante. En effet, Dahoud Jerbal va à contre-courant de l'historiographie classique qui privilégie les sources écrites, souvent confectionnées par des structures coloniales. L'auteur utilise des sources alternatives, principalement des sources orales, et met en lumière des aspects souvent occultés. Ici, le matériau principal est le témoignage de Si Abdallah, interrogé pendant plus de 5 ans sur son parcours militant et sur les principales étapes du combat algérien pour le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté populaire. Il y a les manifestations de décembre 1960 et de 17 octobre 1961 qui ont montré sur le plan international, l'opinion publique internationale de manière définitive que le peuple algérien n'était pas pour la France et le peuple algérien était pour l'indépendance. Le peuple, pas seulement FLN. Et l'assistance a pu échanger librement et recevoir l'éclairage expert du professeur Jerbal autour de différents questionnements.
L'axe mémoriel est une dimension importante dans la volonté de construction d'une narrative historique prenant en considération des différentes nuances et débouchant sur une meilleure assimilation des épisodes cruciaux du passé afin de mener à bien la tâche impérieuse d'édification d'un horizon commun apaisé et fidèle au sacrifice des Shuhada ainsi qu'aux principes fondamentaux de notre glorieuse révolution. Et avant de tenter de retrouver notre envoyé spécial Faisal Salah au Cameroun, cette grosse surprise et cette grosse déception, découragement mais aussi honte qui étaient les principaux sentiments au lendemain de la défaite surprise des champions d'Europe italiens contre la Macédoine du Nord en barrage. Pour le Mondial 2022, les Italiens ne participeront donc pas à la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Un cataclysme pour les amoureux du ballon rond, encore plus pour les millions de fans de la sélection italienne qui a de tout temps fait rêver le monde du football. Mohamed Amin Aberkan. Responsabilité du sélectionneur. La presse italienne fait les comptes vendredi au lendemain de l'élimination de l'Italie du Mondial 2022, synonyme d'adieu. Tout le monde à la maison, titre La Repubblica, le grand quotidien de centre-gauche, estimant que la déroute jeudi soir à Palerme face à la Macédoine du Nord signe l'adieu à la nationale perdue pour toujours. La Stampa fustige une prestation désastreuse des joueurs de Roberto Mancini qui n'encadraient que 5 tirs sur 32. Pas de quoi s'étonner, relève la Gazzetta dello Sport. L'Euro gagné a été une parenthèse heureuse entre des années de déception en sélection et dans les clubs, en berne sportivement et économiquement. Notre football paye un calcio qu'il faut revoir, analyse le quotidien sportif. L'heure des responsabilités est venue, tonne pourtant El Corriere dello Sport, en dépit des absences. Aucune surprise, rappelle Il Messaggero, mais la conséquence d'années de chute libre. Nous ne gagnons pas en club de compétitions européennes depuis 2010. Millions de tifosi dans les rues de Rome, Milan, Turin ou encore Palerme. Peu d'émotions, surtout de la déception, parce que l'Italie n'ira malheureusement pas à la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Le football est fait d'épisodes. Nous avons manqué un pénalty contre la Suisse et hier, Berardi n'a pas marqué un but dans le but vide et nous sommes éliminés. C'est une honte, une grande honte. C'est quelque chose qui est arrivé 2 fois de suite. Nous sommes déjà en morceaux, l'Italie est en morceaux. Peut-être quelque chose qui pourrait nous remonter un peu le moral, un peu de joie de temps en temps. Ils nous enlèvent même le football. C'est un mauvais coup, un très mauvais coup même. Nous attendions tous à une victoire, mais au lieu de cela, c'est une défaite. Une défaite en termes de jeu, une défaite en termes d'approche. Les joueurs ne tirent pas, ils ne marquent pas. C'est un vrai découragement. Ces 15 dernières années, la Serie A s'est effondrée. La chute de la Juve après l'affaire Calciopoli, puis le désengagement de Berlusconi et Moratti avec les Milanais ont affaibli les grands clubs historiques et sapé les équilibres, fragilisant l'ensemble du championnat. 4 fois champion du monde et 2 fois champion d'Europe, une réflexion sérieuse et un profond changement du système s'imposent désormais dans le football italien. Et avant de se quitter, nous allons retrouver notre envoyé spécial au Cameroun, Faisal Salah, pour la deuxième mi-temps du match barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le score est toujours de 1-0 en faveur de l'équipe nationale algérienne. Faisal, rebonsoir. Rebonsoir Riyad, toujours 1-0. On joue à la 70e minute de jeu. L'Algérie mène au score. Pour le moment, l'Algérie qui a fait, on va dire, le premier pas pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Pour le moment, c'est le Cameroun qui essaye de presser. C'est le Cameroun qui joue en intensité pour déranger un petit peu les défenseurs algériens. Mais pour le moment, la défense algérienne est solide et coréate. Le leader est Amandi avec Gamal Belhamri et aussi le grand travail qui fait Bedran. Pour le moment, rien ne fait mal à cette défense algérienne. On est bien construit derrière, on joue bien derrière, on ne perd pas beaucoup de ballons. L'équipe de Jamel Belmadi, pour le moment, à Diapoma, elle s'est relevée. Elle n'a pas gagné à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais aujourd'hui, à la qualification de Coupe du Monde, elle gagne à Diapoma.
ici à Japoma, mais pas n'importe qui. Elle gagne face au Cameroun pour le moment. On joue la 61e minute de jeu et l'Algérie, pour le moment, un seul but marqué par le joueur de Sporting Lisbonne, Islam Slimani. Merci Faisal. Oui. Merci Faisal, merci Faisal. Espérons une victoire quand même de l'équipe nationale algérienne au bout de ce match. Merci à vous encore une fois. Et donc le match retour qui lui est prévu mardi 29 mars à 20h au stade de Tchaker à Blida. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amlamzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News.